Ok, plongeons-nous là-dedans. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où l'on va explorer vraiment en profondeur les événements d'une année qui a complètement redéfini tout un continent. L'année 1263. C'est littéralement un immense puzzle où les destins se croisent avec des choix politiques hyper complexes et des forces qui, franchement, dépassent totalement l'entendement humain. C'est une histoire fascinante de causes et de conséquences. Chaque action, même la plus petite, entraîne une énorme réaction en chaîne. Allez, c'est parti. Le compte à rebours est lancé. Nous sommes en 1263, et la menace n'est plus du tout une vague rumeur lointaine. C'est devenu une ombre massive, gigantesque, qui s'étend à une vitesse folle sur la carte. L'invasion de Nilfgaard est imminente. Et on ne parle pas juste d'un petit conflit frontalier, non. C'est une force militaire conçue pour engloutir une nation entière. La tension est palpable, on pourrait la couper au couteau. Et à partir de ce moment précis, chaque décision est prise sous la pression écrasante du temps qui défile. Le chronomètre s'emballe, les enjeux sont à leur maximum, et la moindre erreur, la moindre hésitation peut s'avérer absolument fatale. Artie 1, le catalyseur et le fameux droit de surprise. C'est vraiment ici, avec l'arrivée de Geralt à Cintra, que tombe le tout premier domino de cette incroyable réaction en chaîne. Pour clarifier, le droit de surprise n'est pas juste un concept abstrait en l'air. C'est une coutume ancienne, très respectée et extrêmement puissante. Et Geralt choisit pile ce moment pour l'invoquer, avec un objectif précis, réclamer la jeune Ciri. Mais attention, pourquoi agir maintenant? Eh bien, son but est purement protecteur. Face au rouleau compresseur nilfgaardien qui approche à grands pas, il sait pertinemment que la vie de l'enfant ne tient plus qu'à un fil. Son intention, c'est tout simplement de la mettre à l'abri, d'utiliser cette loi immémoriale un peu comme un bouclier contre les horreurs de la guerre qui s'annonce. Et cela illustre brillamment la tension insoutenable entre le respect du destin et l'attachement humain. La reine Calante se retrouve face à un véritable dilemme, un choix impossible. D'un côté, le poids écrasant du destin magique, et de l'autre, sa propre petite fille. Ciri, c'est littéralement son tout dernier lien vivant avec sa fille tragiquement décédée. Du coup, Calante n'arrive pas à s'y résoudre, elle va même jusqu'à élaborer un plan désespéré en offrant délibérément une autre jeune fille comme leur à la place de Ciri. C'est un mensonge audacieux, une tentative désespérée de tromper le destin. Mais bon, en général, essayer d'éviter la fatalité déclenche des catastrophes immédiates. Forcément, la supercherie ne fait pas long feu. Geralt découvre le mensonge et, inévitablement, il va directement confronter Calante. C'est un vrai point de rupture institutionnelle. Suite à cette altercation, la couronne prend une décision stricte pour maintenir son autorité. Geralt est purement et simplement neutralisé et jeté en prison par Aist. Factuellement, Cintra vient d'enfermer la seule et unique personne qui était venue dans le but explicite de protéger leur héritière. Le pouvoir politique réagit avec sa propre logique de préservation, fermant totalement la porte à cette aide pourtant vitale. Ce qui nous amène à la partie 2, tromperie et déni. Tournons-nous vers Aretusa, où une autre grande puissance va devoir faire face à la tempête, les mages, et leur choix de la neutralité. L'histoire se focalise maintenant sur Yennefer. Elle sort tout juste d'une tentative de retrouvailles complètement ratée avec Istred. Donc sur le plan émotionnel, c'est particulièrement compliqué pour elle à ce moment-là. Elle retourne à Aretusa accompagnée du sorcier Vilgefortz. Et Vilgefortz, lui, a un plan très clair en tête. Il veut absolument rallier tous les mages pour former un grand front militaire uni face à Nilfgaard. Mais Yennefer a l'esprit ailleurs. Face à cette perspective de guerre, sa première réaction est un non catégorique. Elle décline purement et simplement son offre. Maintenant, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est le parallèle frappant qu'on peut faire. On a vu Geralt physiquement enfermé dans une cellule de pierre à Cintra, n'est-ce pas? Eh bien, la confrérie des mages va s'enfermer elle aussi, mais dans une sorte de prison idéologique. Le vote tombe. La grande majorité choisit de maintenir une stricte neutralité. Cependant, un groupe dissident, avec des figures majeures comme Tissaia, Vilgefortz et Triss, eux refusent catégoriquement l'inaction et décident de se battre. L'institution est officiellement fracturée. En fait, cette division monumentale au sein du monde magique, c'est le miroir parfait de l'effondrement politique en cours. Tout craque de partout et les alliances se redessinent dans l'urgence. Et c'est là que Tissaia entre en jeu. Elle parvient à briser le détachement de Yennefer. Elle trouve les arguments justes pour la sortir de son isolement volontaire et la convaincre de rejoindre les rangs de la faction dissidente. C'est entériné. Ce groupe ira affronter frontalement la machine de guerre de Nilfgaard. Yennefer abandonne enfin sa neutralité. Avançons un peu et voyons comment tout ça se met en place pour le grand cataclysme de 1263. Partie 3. L'effondrement et la célèbre chute de Cintra. L'effondrement du royaume est d'une rapidité terrifiante. C'est fulgurant. 1. Nilfgaard pénètre le territoire de Cintra. 2. La ville en elle-même ne résiste pas. Elle est mise à sac dans une violence inouïe. Et 3. Le château, l'ultime symbole de l'autorité, est percé de toutes parts. On ne parle pas du tout d'un long siège d'usure. C'est une destruction totale, un effondrement catastrophique et expéditif. L'armée cintrane se fait littéralement balayer en un clin d'œil.
Au beau milieu de ce chaos absolu, alors que les murs cèdent littéralement de partout, le poids des décisions passées refait surface avec une cruauté folle. Calante, complètement acculée et réalisant que le royaume est perdu, tente dans un geste de dernière minute de confier Ciri à Geralt. Elle veut la sauver. Mais il est bien trop tard, la cellule est vide. Geralt a déjà réussi à s'échapper dans la confusion. C'est la tragédie des actes manqués, une conséquence on ne peut plus directe du mensonge initial de la reine qui a désynchronisé leur chemin au pire moment imaginable. Et on arrive à notre dernier fil rouge, partie 4, les retombées, et le violent réveil de Ciri qui va devoir lutter pour sa vie. Donc, le point vraiment crucial, c'est d'observer jusqu'où l'instinct de survie peut pousser quelqu'un face au désespoir. Ciri réussit miraculeusement à fuir, mais la voilà brusquement seule pour se débrouiller à l'extérieur des murs en ruine. Et dehors, c'est impitoyable. L'urgence de la situation lui dicte des actes impensables. L'ironie la plus dramatique, et c'est vraiment tragique, c'est qu'elle en vient à voler le cheval d'une des rares personnes qui lui a gentiment offert un abri. La dureté du monde s'impose. Pire encore, elle se retrouve traquée et encerclée par d'anciens amis qui, pervertis par la guerre, décident de se retourner contre elle. C'est dans cette impasse absolue, sous la menace imminente de ceux en qui elle pensait avoir confiance, que se produit le climax de cette fuite. Poussée dans ses retranchements les plus extrêmes, l'instinct de préservation de Ciri fait littéralement exploser le verrou de ses capacités latentes. Ses pouvoirs cachés s'activent de manière incroyablement violente. On n'est pas du tout sur un éveil maîtrisé ou progressif. C'est une explosion d'énergie pure, de survie brute, déclenchée par le traumatisme pour repousser ses agresseurs. Toute cette incroyable série d'événements nous amène à prendre un peu de recul. On a vu des figures d'autorité chercher à manipuler les coutumes, à refuser la réalité ou à s'enfermer dans des postures de neutralité, tout ça pour essayer de maîtriser l'incontrôlable, ce qui soulève une réflexion vertigineuse. Le destin peut-il vraiment être contrôlé par l'humain, sachant que les tentatives acharnées pour le tromper n'ont fait qu'accélérer le désastre et la chute du royaume ? C'est une question fondamentale. Et nul doute que les ondes de choc de cette année 1263 sont encore très loin d'avoir fini de se propager.